Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, nous reculons de quelques décennies pour une autre année bonbon que j'appelle 1991, qu'on va faire un survol d'ailleurs grâce à nos collaborateurs Seth the Red ainsi que JP. Alors, doucement... Je vais prendre qui exactement? Je pense que je vais aller directement proche de chez nous à Québec City. Comment est-ce qu'il va le GP en cette magnifique journée, hein, du lundi au dimanche? On ne sait pas. On ne sait toujours pas. Ça va très bien. Écoute, j'imagine que toi, tu te remets de ta soirée de lutte? Ben oui, absolument. Non, ben c'est parce pas que me remettre... Tout est dans la lutte, hein? On recommence tout de suite. Tout est dans la lutte, ben oui. Justement, j'allais en parler. Effectivement, non, c'est ça, parce que ce week-end, Ced et moi, on est allés voir différentes tangentes de la lutte, un petit peu plus international et aussi plus global, plus maison, en fait. Donc, non, ça a été un très beau week-end. Donc, c'est parfait. Puis sinon, en général... j'aime toujours poser cette magnifique question. Personne né ou décédé en 1991, JP a choisi et pourquoi? Ben, écoute, on va se rajeunir. J'ai pris une personne née. Hein? Ça va faire du bien. Bon, Ed Sheeran. Positif, oui. Ed Sheeran, tout le monde le connaît. Oui. Ben, tout le monde a déjà au moins entendu une de ses chansons. Ben, 34 ans. Ça fesse un peu, hein, les boys? Comment vous vous sentez par rapport à cette information-là? En fait, ça me fesse pas qu'il ait 31 ans, ça me fesse qu'il ait autant d'argent. Excusez-moi, qu'à 34, pardon. Ça me fesse qu'il ait autant d'argent à 34 ans en me disant que j'ai bientôt 38 et je suis loin du compte, mais à part ça, ça donne un petit coup, c'est sûr. Ouais. Ah, ça fait ça? Moi, je dirais pas mon âge, mais non, je pensais qu'il était peut-être un petit peu plus vieux que ça. Voici, c'est justement pour ça que j'en parle. Je trouvais ça 34. Je fais ouch. OK, j'ai l'impression qu'il y avait notre âge à peu près, mais non, quand même, il y a un bon différentiel. Chanteur pop, Ed Sheeran, surtout, moi, personnellement, je le connais pour une chanson qu'il a faite pour le Hobbit, que j'avais adoré, c'est I See Fire, comme vous avez sûrement déjà entendu, j'imagine. Oui, ça me dit quoi, oui. Une de ses très, très bonnes chansons, il en a fait plusieurs autres, là, mais je tenais à le souligner. Bon, ben c'est parfait, puis sinon, on passe la POC directement de Long Beach... dans le 4-5-0, Ced, comment est-ce qu'il va cette belle journée? Ça va super bien, justement, comme tu l'as mentionné, c'était un week-end important pour la ville de Montréal. C'était la venue de la WWE vendredi et samedi. Moi, j'ai été vendredi et en fait, j'aurais préféré y aller samedi. Ouais. Mais vu le prix des billets, en fait, j'ai découvert parce que moi, j'étais un peu... j'aime bien analyser les choses et puis j'avais acheté moi mes billets il y a quelques temps en pensant que ça allait se vendre comme des petits pains chauds. Et puis finalement, plus j'en regardais, plus je me rendais compte qu'au début de la semaine, la moitié pour les deux soirées, là, la moitié du Centre Bell était vide à peu près. Sacrilège. Ils ont décidé de baisser de 90% les prix, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est que là, avec la tarification dynamique qu'on appelle, là, c'est sûr que, eux autres, quand ça marche, les prix augmentent. Mais là, les prix étaient tellement chers au début que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont découragés. Puis en fait, je pense qu'ils vendaient un forfait au début que moi, ce que j'avais pas compris, comme plusieurs personnes qui étaient obligées d'acheter pour les deux soirées. Fait que c'est pour ça que ça faisait des prix astronomiques. Okay. Puis finalement, je me suis rendu compte que plus je magasinais, plus ça approchait de la date, j'aurais pu avoir une place à une dizaine de places sur le parterre, proche du ring, pour à peu près 10 $ de plus que ce que j'avais payé pour être... je croyais que tu disais les billets, maintenant c'était 10 $ pour en avant, let's go, il faut les vendre. Non, mais il y avait des billets, genre... puis là, moi, c'est ça, j'analyse, j'étais un petit peu, des fois, j'analyse trop. je réalisais que de jour en jour, des fois, il y a des billets qui apparaissaient, d'autres qui disparaissaient. Fait que j'ai comme compris un peu comment ça marche la game, que des fois, il y avait des lignes. Tu sais, ils poussent, là, c'est vraiment comme... ils mettent pas tous les billets en même temps. Fait que là, des fois, il y a des lignes d'un coup qui apparaissaient de 10 places que t'es comme, OK, ils ont pas réussi à vendre avant. Fait que là, ils essayaient de vendre avant. Puis après ça, ça commence à se vendre, ils en rajoutent. Ouais. Mais les prix étaient comme baissés de 3. Là. Fait que je trouve ça un peu chiant aussi pour... quelqu'un, mettons, qui a payé le plein prix. Oui. Puis toi, après ça, tu te rends compte que quelques mois après... Mais ça, c'est parce que, bon, justement, il y avait un peu moins de monde. Mais c'est sûr que s'il y avait beaucoup de monde, bon, ça aurait été... Ouais. On parle de billets, des fois, qui peuvent aller jusqu'à 1000 $. Fait que... Ouais. Puis, bon, t'as des billets à... Tu sais, c'est les moins chers à peu près à 66 $ à la fin. Mais comme je te dis, pour 150 $, j'aurais pu être presque sur le ring assez élevé. Et, c'est ça. Ouais, fait que j'aurais été vite. Parce que je sais que... Ils en ont tellement besoin de pub en plus, là.
Ouais. Ben parfait. Puis sinon, comme d'habitude, personne née ou décédée en 1991, as-tu choisi et pourquoi? Moi, j'ai choisi Freddie Mercury, qui est mort en 1991 de son vrai nom, qui s'appelait Farouk. Encore un lien avec un lutteur qui s'appelait Ah Farouk. oui, qui faisait partie de Tout est la dans tout. Generation X, c'est ça? Farouk! Ça, je sais plus. Ouais, Faudrait ouais, que. ouais. Nintendo 64. Alors, Farouk Bulsara est le chanteur emblématique et cofondateur du groupe Queen. Il était doté d'une voix puissante et unique et d'un charisme scénique hors du commun. Il a révolutionné le rock en y intégrant des influences d'opéra, de pop et de théâtre. Il était l'auteur des chansons mythiques là, comme Bohemian Rhapsody, moi qui me fait toujours penser à Wayne's World, We Are the Champion, Somebody to Love. Il est reconnu aussi pour sa performance légendaire au Live Aid de 1985, qui est considéré comme l'une des meilleures de l'histoire. Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991 à l'âge de 45 ans, laissant un héritage musical colossal et une image d'icône de liberté et d'audace artistique. Et j'avais oublié aussi de parler rapidement de la couleur aujourd'hui, couleur Benjamin Moore dans laquelle je me sens. Alors aujourd'hui, pour faire référence à nos origines, c'est la couleur bleu Outaouais. Un reflet gris qui donne du caractère à ce bleu cristallin. Alors, c'est le CC 814 et c'était dans la section campagne française. Alors, si vous voulez rénover votre salle de bain ou votre cuisine, la couleur bleu Outaouais. Je la regarde en Écoute, plus. ça peut pas être, ça C'est peut un pas beau être plus bleu. complet, là. C'est un beau bleu avec du gris. Ben, c'était surtout Outaouais, c'est la région oui, d'où on absolument. vient. Alors, Ben c'était oui, une petite référence à d'origine. ça. Ben c'est ça, je pense Outaouais, ça vient justement ça vient de quelle nation? Est-ce que tu te souviens, celle? Ça, je sais, Non? je pourrais pas vous dire. Ben, les Outaouais. Ben absolument, absolument. Donc on dit... Ben, vos c'est ça, faites recherches. vos recherches. On dit bonjour aussi à toutes les Gatinois, Gatinoises, Ulois, Uloises et Elmerois, je crois. Donc bref, tout le monde, Buckingham et tout, on vous dit bonjour en Outaouais. Moi, personne né ou décédé en 91, eh bien, j'ai pris un grand chanteur. Le 2 mars, ben un grand chanteur. Oui, un grand chanteur, mais une grande personnalité aussi. Le 2 mars 1991, à Paris, est décédé à 62 ans. Notre fameux Serge Gainsbourg. Hein? Vous connaissez, je présume? Non, voyons. Non, ben non. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Oui, c'est ça, quelquefois, auteur, compositeur, chanteur. Lui qui disait t'es qu'une sale pute. Ouais, aussi fort que ça dans le micro. Non, c'est ça. Donc, oui, effectivement, un grand chansonnier, poète et tout, qui était aussi très porté beaucoup sur la cigarette et aussi l'alcool, même pendant les entrevues. Vous pouvez aller voir, c'est avec Francine Grimaldi, une des meilleures entrevues que j'ai vues, que le chanteur complètement, il n'y en avait rien à foutre de l'intervieweuse, mais vraiment d'un point que ça n'est quasiment offensant. Mais bref, tout ça pour dire, c'est ça, là. Donc, grand chansonnier qui est né... excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Qui est décédé le 2 mars 1991 à 62 ans. Donc, bien sûr, Serge Gainsbourg. Il y a plein de chansons, bien sûr. Le Poinçonneur de Lilas. Il y a aussi... voyons, avec Jim... Berkeley, c'est Jane Birkin, voilà. Jane Donc, Birkin. Non, bref, un musicien français que j'ai toujours beaucoup respecté, dû à la large palette musicale qu'il a faite. Hein. On connaissait Georges Brassens, Ferré, Ferrand. Je trouve que lui, dans ce même temps-là, a réussi à faire un éventail de musique qui est quand même assez respectable. Tu sais, passant du vieux français à un certain moment où est-ce qu'il faisait de la musique reggae complètement, tu sais, bien ancrée, jamaïcaine et tout. Donc, c'est, en tout cas, bref, un musicien que je respecte beaucoup, moins dans sa personnalité et dans ses abus qu'il a fait, malheureusement, qui donnait des moments drôles parfois, mais très awkward des fois, tu sais, côté humain puis de sensibilité. Tu dis quelqu'un qui se fait interviewer comme ça, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Donc, bref, est-ce qu'on est prêt, vous, à la maison, JP et Ced, pour découvrir cette magnifique année 1991 avec moi? Quand est-ce qu'on commence? Oui. On commence ça. Ça a l'air d'un truc animé, là. C'est ah oui, ça tombe bien parce que ça commence maintenant. Alors oui, parlons maintenant des événements marquants de l'année 1991. On commence ça le 28 février avec la fin de la guerre du Golfe. Oh oui, ça a été... L'Irak accepte le cessez-le-feu après la libération du Koweït.
J'essaie de faire une blague avec le rigolfeur, mais ça ne me vient pas. Alors, on poursuit du 19 au 21 août. Le putsch manquait à Moscou. Il y a une tentative de coup d'État contre Mikhail Gorbatchev. Le 18 octobre, c'est la fin de l'apartheid légal. L'Afrique du Sud abroge les principales lois raciales. Bon, voilà. Le 26 décembre, c'est la dissolution. Bon, voilà. Pardon? Ah, OK. Est-ce qu'on recommence ça ou finalement c'est juste JP? Bon, ça fait encore plus convivial. C'est JP qui est allé se prendre un café, qui revient. Il est allé se faire un petit café. Le 26 décembre, c'est la dissolution officielle de l'URSS, l'Union soviétique, cesse d'exister. Ouais. En mars, il y a l'émission Les Simpsons qui explose en popularité. La série devient un phénomène culturel planétaire et c'est encore à ce jour en train de toujours des émissions, si je ne me trompe pas. Le 1er octobre, il y a l'émission Seinfeld, que moi j'ai beaucoup aimé quand j'écoutais ça en DVD, moi, à l'époque. Ouais. La sitcom devient un pilier culturel. Le 15 août 1991 aussi, le premier site web qui est mis en ligne. C'est ça, qui est mis en ligne. Toujours en 91. Il me semble qu'il manque un peu d'informations là-dedans. C'est en ligne, OK, en ligne. Non, mais c'est un site, c'est le premier site mondial ou le premier site québécois, excuse-moi? Premier site web, fait que mondial. OK, mais tu sais quoi? C'était juste une page comme ça, puis that's it, ou t'as pas fait non, plus ben, si tu veux, tu peux aller faire les recherches là-dessus pendant que je parle, j'ai pas l'information. C'est parfait. On poursuit avec les progrès pas le versus, mais les progrès du VIH-Sida. On a une meilleure compréhension de la transmission du virus. Il y a aussi le champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, qui était sacré champion. Il y a une série sur lui sur Netflix. Ça m'a permis de le découvrir. Quand même très intéressant comme personnage. Il y a aussi le record Guinness établi lors d'un concert pour le plus bruyant qui a été conçu, mais le spectacle, selon vous, c'est qui aurait fait le show le plus bruyant? Metallica. Ouais, Metallica, je dirais. Proche, c'est AC/DC qui a le record Guinness. Je ne sais pas si ça a été battu depuis. Et aussi des événements un petit peu inutiles mais drôles. En rafale, on a la mode grunge accidentelle, les chemises de bûcheron qui deviennent la tendance. Aussi des coiffures XXL, les permanentes et les mulets, communément appelés à coupe Longueuil, sont encore très présents. Un beau mulet. Et il y a l'explosion des vidéoclubs. Il y a toujours le débat entre VHS et Betamax, quel est le meilleur? Hein, cette fameuse époque qu'on allait... Non, ben ça, c'était vraiment un truc de société quand même, d'aller louer un film. C'était pas juste d'aller louer un film, c'est l'expérience de tu rentres, ça sent le popcorn. Tu te prends un film, tu peux pas en écouter 72, tu en écoutes un durant la soirée, tu y vas. C'était malade. Des fois, on se trompait, le film était mauvais, mais t'étais prêt avec. T'avais pas le choix, c'était ça. C'est ça. Ouais. Exactement, t'avais rien d'autre. Les pochettes aussi, mais c'était quand même assez important de voir les pochettes des films. Ouais. Alors, c'est ce qui conclut les événements marquants de l'année 1991. Je passe la rondelle à qui de droit? Eh bien, c'est JP. Mon Dieu, que ça sonnait comme une lettre. À qui de droit? Alors, nous passons justement à votre collaborateur Jean-Christophe. Donc, je vous parle en 1991, les albums ou chansons qui ont fait les tubes en 91, bien sûr. Donc, des fois, ça se peut que ce soit vers la fin 90 et 91 qu'il y a eu le temps de rayonner. Donc, bref, ça reste quand même que c'est à cette époque-là que c'était vraiment fort. Une grande chanson, Everything I Do It For You, de Bryan Adams, bien sûr, qui était tiré du film... voyons, j'ai un blanc de mémoire. C'est Robin des Bois. Robin des Bois, exactement. Donc, c'était une des plus grandes ballades 90, puis c'était en début 91 en plus. Sinon, on avait bien sûr la grosse chanson tube de l'année, Désenchanté, de Mylène Farmer. C'est des mois, on a déjà chanté ça à poumonner dans un bar. Toujours un grand... Bonne chanson, ça. Désenchanté? Mylène Farmer? Désenchanté. Ouais. Non, mais c'est juste une bonne chanson. Oh, ouais, OK, bonne chanson. OK. Je croyais que tu avais dit que c'était pas une chanson. J'ai dit, ouais. Sinon, bref, Scorpions, Wind of Change, une grande chanson, une autre grande ballade, si vous vous en souvenez. Oui, c'était incroyable, cette yes. là. Ah non, on t'écoute, on est là. Parfait. Sinon, on y va vers des gros tubes dans 3 styles complètement différents. Un, Michael Jackson, Black or White, avec le vidéo, justement, que c'est comme pas des fusions, mais des transformations de visage. Je pense que c'était une des premières fois qu'on voyait un vidéoclip avec ça. C'est vraiment que tu vois, mettons, c'est un blanc, puis après, ça se fond dans un visage qui est plus petit, noir ou quand même. Donc, tout s'embrique dessus. En tout cas, c'est bien intéressant. Donc, c'est une des premières fois qu'il utilisait ça, justement, le petit Michael. Sinon, dans un autre style, Smells Like Teen Spirit, bien sûr, la chanson
iconique du groupe Nirvana, grunge, début des années 90. Et sinon, la troisième chanson, Losing My Religion, qui est une de mes préférées des trois, de R.E.M. Je ne sais pas si vous l'écoutez encore. Moi, c'est une chanson indémodable encore à ce jour. Là. Ça fait quoi, bientôt 30 ans. Et c'est toujours, même plus que ça, 30 ans, là, c'est toujours excellent. Sinon, bien sûr, il y a eu aussi deux gros albums que je vais vous parler un petit peu plus tard. Guns N' Roses avec November Rain et You Could Be Mine, donc avec leur double album qui ont sorti en 1991, Use Your Illusion 1 and 2, ainsi que Metallica, bien sûr. Donc, c'était des gros hits, là. C'était Nirvana, R.E.M., Michael Jackson, Guns N' Roses, Metallica. C'était une année complètement fou. Beaucoup plus américaine, je vous dirais, qu'à, mettons, européenne et peut-être française. Sinon, il y a aussi des tunes de Roxette, Stéphane Escher aussi, Déjeuner en paix. Je ne sais pas si vous en souvenez, déjà. Déjeuner en paix, c'est ça? Déjeuner en paix! Ouais, ça va venir sur le quiz tout à l'heure. En tout cas, c'était de la bonne, c'était du bon rock français. Hein, on aime ça. Sinon, version un petit peu plus québécoise, bien sûr, on a les bébés avec Donne-moi ma chance, un gros hit, les boys, que vous connaissez, bon, bien sûr. Ouais. Une excellente chanson. Qu'il y a des mots qui chantent. Qu'il y a des mots qui chantent. Voilà. Céline Dion avec des mots qui sonnent. Le moment avec c'est-tu Jean-Jacques Goldman, cet album-là, là? Fais mon histoire. Tu sais, qui était un peu plus opéra rock, là. C'était hot. En tout cas. Céline est dans mon cœur de plus en plus. Sinon, il y a aussi Tant qu'il y aura des enfants. Hein? Tant qu'il y aura des enfants de Marjo, une très, très belle chanson. Ouais. Écoute, ça n'a pas le public, j'ai l'impression. Mais le public est en feu. Là, je nomme plein de classiques. Les bébés, Céline Dion. Mitsu aussi, Terre des hommes. Excellent album. Chanson, pardon. Sinon, il y a Julie Mars, bien sûr, sans oublier qu'elle a sorti son premier album, qui a été fait par qui encore, son chum, qui est... Ah ouais, Corey Hart. Bravo, ouais, un morceau de robot, donc Corey Hart. Ouais, je crois qu'ils sont toujours ensemble, oui. Que Julie Mars en est qui a décidé de juste d'aller vers la carrière de son mari, puis tout ça, danser le Hickey Breaky Dance, puis juste de mettre complètement de côté sa carrière et tout. D'ailleurs, il y a un magnifique podcast qui en parle justement de pourquoi, avec une grande notoriété comme ça, elle se faisait connaître à l'international, elle a décidé de juste step up, puis de se retirer en fait du domaine pour aider dans le fond son mari. Là. Je dis pas que c'est la seule raison, mais qui a décidé de mettre de côté pour... Donc bref, très intéressant. Sinon, il y a aussi Joe Bocan avec Le baiser incluant Apocalypso. Hein? Donc la place juste à côté de... J'allais dire la place pour glisser. Bref. Voyons, Calypso, ouais, c'est un petit joke pas drôle. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça. Écoutez, c'est des très, 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 très gros hits qu'on a eu en 1991. Je passe la POC maintenant, côté cinématographique. Qu'est-ce qui s'est passé en 91, mon cher JP? Ben, écoute, comme à chaque année, il y a une couple de films qui ressortent et comme chaque fois qu'on choisit une année, on retourne toujours dans un passé, surtout en 91. Moi, j'étais petit, je ne sais pas pour vous. Puis, j'ai vu une couple de films, j'ai fait « Ah, ouais, OK. » Puis j'ai pris le temps de regarder vite les aventures de Bill et Ted. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Moi, j'avais trouvé ça fucké quand j'étais jeune parce que, premièrement, je ne comprenais pas. Parce qu'on est dans une comédie complètement débile. Vraiment débile. Fait que, en plus, j'en parle parce que les aventures de Bill et Ted, il y a eu plusieurs films. Il y en a eu 3, dont un qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, en 2018, si je me souviens bien, 2019-2020, si j'ai bonne mémoire, dans ces eaux-là. Ouais. Ça reflète pas le premier étant le plus débile de toute la gang. Écoutez ça, puis vous mettez la switch à off. C'est peut-être mieux comme ça, mais c'est de voir les acteurs qu'il y a là-dedans. Je dis pas c'est qui est dedans, c'est juste écouter les aventures de Bill et Ted. Ça représente quand même assez bien les années 90. Puis il y a eu des... En 91, il y a quand même eu des films vraiment mauvais qu'il faut parler. C'est rare que je dise ça, mais il y a eu une interprétation du film Lucky Luke qui est repris, qui a été fait, qui est reconnu en France, comme je dirais, un des pires films des années 90. Donc, écoutez-le pour rire, mais vous n'allez pas l'écouter pour les fans de Lucky Luke. Vous allez être très déçus. Je tiens à vous le dire, là, c'est pas... je me souviens encore d'avoir écouté. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Non, je ne vais pas là. J'ai déjà assez souffert. C'est correct. » Un autre nanar
parce qu'on va appeler ça des nanars. Highlander, vous souvenez-vous un petit peu du principe de Highlander? C'était une trilogie, ça? Oui. Il y a eu... Ben, je me souviens surtout de l'émission qui était à Télétoon. Highlander, c'était Kevin Lambert. extraordinaire. Oui, mais oui, il y a le film avec Kevin Lambert, mais c'était vraiment le dessin animé de Highlander. C'était, là, je sais pas si tu t'en souviens, ça, de Télétoon, c'est un peu plus la nuit, le Télétoon de la nuit avec Highlander. Je trouve que c'était c'était bon. C'était vraiment comme une émission plus pour adultes, quasiment des dessins animés, mais pour adultes. C'était pas tant violent, c'était pas comme Spawn ni rien. Mais ça m'avait vraiment resté longtemps. C'était le premier cartoon plus sérieux que j'ai écouté. Ouais, Highlander, c'était excellent. Ouais. Oui, non, c'est ça. Mais Highlander était quand même quelque chose d'assez sérieux, mais le 2, le retour, c'est considéré comme un nanar, là, vraiment. Là. Puis je l'avais réécouté il y a une couple d'années. Ça vaut pas tant le détour que ça. Également, petite chose pour vous ramener à votre jeunesse, messieurs, les Tortues Ninja 2, ça c'était incroyable, surtout quand on se dit avec les déguisements qu'ils portent. À l'époque, ça a moins bien vieilli que le premier. C'est quand on regarde, parce qu'on fait des petites choses. Oui, clairement. Ça a vraiment moins bien vieilli que le premier. Mais tu sais, le 2, ça en apportait un peu plus. Là. C'était moins dark que le premier. C'était plus gentil. C'est ça l'affaire. Je trouve le deuxième, c'était vraiment plus cartoon, Télétoon. C'était clair que le deuxième. Le premier, c'était plus street New York, années 90, qui est comme... J'aimais ce côté-là, c'est pour jeunes, mais pas que pour jeunes. Il y avait un côté un peu street que j'aimais beaucoup dans le cinéma américain, qui était juste genre, voici New York, c'est pas que de la richesse, c'est aussi des rues dégueulasses, c'est aussi de la pauvreté. Donc, je trouve que ce côté-là, dans les années 90, il réussissait, même si c'était des films à gros déploiement, c'était pas... je trouve que c'est rendu tellement fake, t'es comme, c'est plus ça, lissé. la vie. C'est lissé à un tel point que... Alors que 90, c'était bien fait, c'était cool. C'est ça. Ouais. Le premier était bien fait. La scène, je pense que c'est dans le premier, là, où, à un moment donné, le gars, il propose des cigarettes, là. Il descend l'escalier, puis il y a comme des paquets, des cartons. Ah ouais, c'est malade. Ah oui, c'est non, c'est ça, il dit des réguliers ou des mentols. Tu sais, ils cognent ensemble en faisant qu'est-ce que tu veux. Ah non, mais tu sais, c'est cool. En plus, t'es adolescent, puis tu vois ça, puis t'es comme, il y a des games, je peux fumer mes cigarettes. Fumer des cigarettes, ça fait pousser le poil sur le chest. Non, les années. Oui. Donc, ouais, excuse-moi, non, écoute, on parle. Petite chose, en plus, c'est deux films, je vais en parler en même temps, parce que c'est deux films que, comme si dans ma tête, je mélangeais tout le temps depuis des années. Mais des films de gangsters, il y en a eu des bons. Boys in the Hood, que je mélange souvent avec New Jack City. J'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, c'est pas toute la même histoire. Mais si vous cherchez des films de gangsters, 1991 en a sorti deux bons. Boys in the Hood, vraiment très, très, très bon. Puis New Jack City. Avec Ice Cube. Oui, avec Ice Cube. Mais moi, entre les deux, je vais prendre New Jack City avec Wesley Snipes. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a la morale dans New Jack City est plus poussée que dans Boys in the Hood, mais encore là, ça se passe, on suit des gangsters soit dans la ville de New York, typique des années 90. Vous allez voir le look, vous ne pouvez pas vous tromper, là, on n'est pas en 2000 ni en 2010. Là. Vraiment typique. Le look dit tout. Un super de bon film également qui est sorti, fait par Oliver Stone, le film Les Doors, soutenu par Val Kilmer. Paix à son âme, maintenant qu'il est mort, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a pu voir la dernière fois dans Top Gun. Où est-ce qu'il a fallu qu'on refasse ça coûtait une fortune, mais il a fallu qu'on refasse sa voix. Mais là, ici, on voit un Val Kilmer au sommet de sa forme, au sommet de sa performance. Puis un des meilleurs films d'Oliver Stone, personnellement. Là. C'est pas là où est-ce que vous allez avoir le plus d'action, mais c'est là que vous allez avoir un vrai jeu d'acteur digne des plus grands, parce que c'est toute une vie, ça vaut la peine. De le personnifier, puis bien personnifié, je pense, de ce que j'ai vu, c'était quand même bien exécuté. C'est très, très bien exécuté. Moi, personnellement, c'est un des meilleurs films de Val Kilmer. Vraiment, là, au niveau de la débat. Après Batman 3, là. Ah, bon, commence. C'est une blague, c'est une blague. Starte-moi pas un matin, JC. Starte-moi pas. Ça sera jamais le meilleur Batman. On parlait des métalleux, là, la dernière fois, qui s'ostinent sur des sous-groupes. Ben là, t'as embarqué directement sur la zone grise, là. Je suis là, je t'attends. The Doors, super bon. Un bon vieux, ça, là. Robin des Bois, le prince des voleurs. C'est un Robin des Bois assez dark, soutenu par Kevin Costner. Puis il y a Alan Rickman que j'adore là-dedans. Il y a Morgan Freeman aussi. Pour vrai, il y a Alan Rickman? Oui, Attends, mais il joue quel rôle? On dirait que je viens de cliquer. Là. Alan Rickman mérite juste de faire le méchant. Voyons. Ah, c'est lui? Oh mon Dieu! Puis il y a Sean Connery. Tu sais, tu regardes ça, les films de cette époque-là, c'est comme... Faut comprendre qu'il y a des acteurs qui sont hyper connus aujourd'hui que
il était connu dans les années 90, mais on pouvait encore se les payer, ce qui fait qu'on pouvait mettre beaucoup de beaucoup de personnes dans le même film. Puis ça donnait de quoi d'assez extraordinaire. Puis je vais terminer vite dans un blitz, La famille Addams, qui est une de mes comédies préférées, que j'adore vraiment. Puis, qui a ensuite ramené aussi le remake mercredi, qui a été aussi un gros oui, c'est ça. qui est quand même très intéressant. Encore d'actualité, moi j'étais content là, avec mercredi. J'ai apprécié, mais j'ai trouvé ça le fun qu'on ramène cette famille-là de déjantés. C'est complètement déjanté. Là, t'sais. À quoi vous jouez? Est-ce que Dieu existe? Il y a des cadres dans ces films-là. Là, tu fais « ouch ». Petite chose aussi, j'espère que je vais vous ramener à l'âge de 9 ans, très très jeune. Hook ou La revanche de Capitaine Crochet. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu peux pas finir sans parler de Hook. On l'a écouté, justement avec les enfants. Ils ont beaucoup aimé ça, là, parce que nous autres, ça, c'était un bon souvenir. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que moi, tu sais, le moment où est-ce que la scène, où est-ce qu'ils se font kidnapper, moi, plus jeune, c'est un traumatisme. Tu sais, de me souvenir de ce moment-là. Je me souviens que le reste, c'est quand même très coloré, le fun. Mais ce coin-là, tu sais, c'est comme noir, il y a du vent, il y a ci, il y a ça. Tu sais, je l'ai comme vu, puis les gars, ils s'en foutaient complètement. C'était genre, OK, d'accord. Tout est correct. Tout est correct. C'est correct. On kidnappe des enfants. Puis surtout que quand tu regardes l'histoire originale de Peter Pan, c'est pas si beau et c'est pas si rose que ça comparativement à la version Steven Spielberg. Il faut pas oublier qu'il y a des contes avec le temps qu'on a adouci pour pouvoir soit les présenter à nos enfants ou soit en faire un film. Là, mais c'était Robin Williams là-dedans. C'est notre jeunesse, là. Ça, c'est notre jeunesse, là, vraiment. Mais de prendre le temps de voir justement les vrais, tu sais, les scènes complètes, c'est un bateau, c'est pas juste de l'animation en arrière. Tu sais, en ce moment, on est fort là-dessus. Tant mieux, ça peut être le fun, mais quand tu revois l'espèce de gros bateau, tu te dis, attends une minute, il y a des gens qui l'ont construit, ce bateau-là. Ça devait être hallucinant pour les enfants qui jouaient. Parce que c'était pas juste saute dans une corde devant un truc vert, c'est vraiment saute vers le bateau directement. Donc, ce côté-là, quand je l'ai revu, j'ai fait asti qu'il y a du budget là-dedans. Là. Ils peuvent plus se permettre ça maintenant. Là, un bateau complet qui refond au complet. Donc, je trouve l'imaginaire était complètement là. Puis je l'ai réécouté, puis je suis vraiment retombé en enfance. Puis j'en parlais à ma copine, j'étais comme aïe, c'était vraiment un beau moment. Genre, en tant qu'adulte, je vois ça maintenant. J'étais comme... C'était bien fait, le film. Super bien. Non, c'est ça, c'était super bien fait. Puis je suis content qu'on en parle. Puis surtout si ça vous ramène, vous, JC puis Ced, à votre enfance ou ceux-là qui nous écoutent. Mais moi, là, quand je pense à ce film-là, je vois toujours Mouche. Tu sais, le gars qui... le jeu d'acteur entre Mouche et Capitaine Crochet, là, c'est... c'est... Il est con, là. Mouche! Empêchez-moi. Mouche! Tu sais, tu tombes sur un Capitaine Crochet dépressif. Tu sais, c'est pas une bonne personne, mais en même temps, tu t'attaches tellement que le jeu d'acteur est bon. Personnellement, je prends plus pour Capitaine Crochet que pour les enfants perdus, tu sais. C'est tellement qu'il est hot. Avec le célèbre crocodile qui a mangé la main. Fait que juste pour Mouche! Mouche! Fait que 91, c'est sûr que je m'en suis gardé un petit peu quand même pour qu'on puisse en parler au niveau de ma chronique. Hey, aussi, il me semble qu'il y a Terminator. I'm here to lead, not to raid. 91, non, c'est ça? Oui, je revérifie. Terminator? Non, mais justement, Terminator, je vais vous en parler, ainsi que Le silence des agneaux. On s'en va vers là au niveau de ma chronique, fait que je vais arrêter là. Bon, mais c'est parfait. Ben, c'est parfait. Arrête là, c'est fait. Hey, écoutez, en voulez-vous du GP? En revolant encore plus, parce que c'est maintenant sa chronique. Rufio! 1991. J'adore quand on recule quand même assez loin dans le temps, puis que je regarde des films qui, à l'époque, étaient futuristes, puis qu'aujourd'hui, tu te rends compte que c'est de plus en plus proche de la réalité. Des fois, ça peut être effrayant, des fois, ça peut être positif, négatif, vous pouvez le voir comme vous voulez. Mais je vais commencer avec Terminator 2, Jugement dernier.
C'est un film que vous avez sûrement déjà écouté, mes chers, parce que ça pognait à l'époque puis ça pogne encore aujourd'hui. Ben absolument, ben oui, ben surtout le 2, hein, moi qui est de loin mon préféré. Je trouve que ça représente toute l'année, les années 90, le côté rock, le côté punk un peu, le côté violent, puis tout ça. En tout cas, j'ai adoré ce film-là. Ouais, vraiment, là, le deuxième, excellent. Chapeau. Ça fait partie de tes grands classiques de cette année-là ou des années 90? Normalement, oui, à nos âges. Là. Ben, j'ai dû le voir, c'est ça, un peu plus tard, parce que moi, à cet âge-là, je dirais pas mon J'avais âge, peur. mais j'étais assez jeune. Fait que, ouais, je pense que je l'ai vu. C'est ça, là, j'étais en train de taper pour voir si c'était. Parce qu'il y a une coupe de. Oui, il y en a une coupe. Mais ouais, lui, c'est sûr qu'il est marqué avec le jeune, là. C'est. J'oserais le Terminator 2 par 1, James Cameron. Là. Est-ce que le premier a été fait par James Cameron? C'est peut-être pour ça qu'il y a autant glow-up, parce qu'il faut s'entendre entre le premier et le deuxième. Tu parles à tout le monde, c'est le deuxième, là, bien plus que le premier. Ben oui. T'sais. Ouais, les deux sont James Cameron. Ah ouais, ok. Et... Mais je trouve le deuxième, c'est qui a réussi. Tout est là. Tout est là. Ben, le premier est sorti en 84, puis l'autre 7 ans plus tard. Fait que, ouais. Ok, quand même, 7 ans plus tard. Tu sais, faut pas oublier une chose. Le premier est plus glauque un peu, moins... Il y a moins de budget, mais ça apportait le tout. Mais le 2, juste au commencement, à l'époque, moi, je me souviens, moi, j'étais ticu comme vous, puis juste le combat de robots au départ, c'était incroyable. C'était du jamais vu. En plus, ils ont utilisé une technologie où ils ont vraiment fait le robot en animatronics qui fait le T800 et le T1000 aussi. Donc, ce qui arrive, pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est de plus en plus d'actualité. On parle dans un film où est-ce qu'une intelligence artificielle a été lancée par l'humanité dans le début des années 90. Puis devinez quoi? Ça se passe mal. Ben non, voyons, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal quand tu donnes le plein pouvoir à une IA hyper capitaliste puis qui veut contrôler le monde? Qu'est-ce qui pourrait mal arriver? Voyons! Je sais pas, hein? On a juste à regarder l'actualité. Ben non, tu sais, tout va bien. Donc, je trouve qu'à cette époque-là, pour 1991, Terminator 2, jugeait quand même très bien ce qui allait arriver sur le marché, l'IA, le but à la performance infinie. On tombe, il y a un jeu vraiment intéressant dans Terminator parce que tu joues dans le passé, dans le présent puis dans le futur. C'est plus qu'une trilogie. C'est un entremêlement de plusieurs séquences que ça peut se dépasser sur 40 ans, 60 ans. Il y a eu une série également qui est sortie dans les années 2000, mais Terminator 2 de James Cameron, on a quand même Arnold Schwarzenegger, je le dis très bien, hein, je me suis pas trompé ce coup-là. Ça va super. Ouais. Et sincèrement, là, le héros là-dedans qui est soutenu par Arnold Schwarzenegger, c'est un badass. T'as la musique qui va avec. Ça représente totalement les années 90. Tu sais. C'est des machines qui arrivent du futur, il faut comprendre ça, puis qui arrivent tout nus. À chaque fois que tu vas voir une apparition, que ce soit au niveau de Arnold Schwarzenegger qui fait le T800 ou Robert Patrick qui a la face de l'emploi, là, qui fait le T1000, là, il est incroyable. Il parle pratiquement pas, mais sa puissance à l'écran, là, les yeux, c'est comment qu'il marche. Ça se passe, je vais toujours m'en souvenir. À un moment donné, ça se passe dans un asile. Puis justement, t'as le Terminator qui doit protéger Sarah Connor, puis également son fils qui est le futur, qui représente le futur de l'humanité. Mais le T1000 peut passer partout. Imaginez comment ça peut être une intelligence artificielle, un robot liquide qui peut traverser n'importe quoi, puis qui te court après, son seul but, c'est de te tuer, fait que c'est horrible. J'ai regardé ça quand j'étais jeune, j'étais « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Avec une fin incroyable qui se passe dans une fonderie. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de la scène, là, mais la fin, là, tu sais, il y avait du budget, il y avait de quoi, là, puis ils voulaient que ça soit dark. Dans les années 90, il faut comprendre que nos parents nous laissaient pas mal écouter n'importe quoi, parce que 18 ans et plus, c'était un petit peu comme... on vous le propose. C'était pas ça, on propose 18 ans et plus. Puis ça en a un vrai, parce que des fois, j'en réécoutais ça, puis je mets ça au même type que Robocop, là. On nous a laissé écouter ça, là. Oui, ben c'est ça que je me dis, c'est parce que James Cameron, de ce que j'ai connu, ou plus que, sa filmographie, je trouve que ce film-là, vraiment, il est pas champ gauche, mais côté violence, côté, c'est James Cameron qui a fait Titanic, qui a fait d'autres choses, mais qui a aussi fait ce film-là qui est très visuel. Hein? Je trouve quand même qu'effectivement, à 10 ans, c'est peut-être très jeune pour écouter ce film-là quand t'es jeune, mais bon, c'était d'époque aussi. C'était d'époque, tu sais, c'était dans un film où tu voyais du monde fumer le cigare, se tirer dessus, boire de l'alcool, tirer du gun. Les bonnes choses. Toutes les bonnes choses des années 90, là, tu sais, écoute, toi, tu sors pas tu sors pas de la maison un matin tant que t'as pas tiré du gun, tu sais, c'est à peu près ça, là, tu sais. Vive les années 90. Super de bons films, mais USA! Mais
réécouter les Terminator, là je parle de Terminator 2, mais que ça soit le 1, le 2, c'est premièrement, l'histoire derrière ça est super intéressante. Il y a de quoi, c'est brillant. Et le 2 donne une bonne critique sur l'IA ou sur, comment je dirais, pas avoir de principe. Parce que tu suis une compagnie qui s'appelle Skynet, qui est devenue cette intelligence artificielle-là, qui va lancer des bombes nucléaires, qui va détruire l'humanité, puis qui fait qu'après ça, on tombe dans un monde post-apocalyptique, et qui maîtrise une technologie qui peut revenir dans le temps. Donc, tu vois, même que les machines veulent jouer à Dieu, même les humains veulent jouer à Dieu, mais en jouant à Dieu, nous autres, on a créé notre pire némésis, qui, eux autres, veulent nous détruire, puis sont même prêts à retourner dans le futur ou dans le passé. C'est super bien fait. L'idée derrière ça était vraiment bien ficelée. Aussi, je vais parler du Silence des agneaux, que techniquement, tout le monde parle du meilleur film de psychopathe soutenu par Anthony Hopkins. Hein, quand même. Non, hein, pas pire, hein, comme on switch vite. Hein, c'est quand même... je m'améliore avec le temps, mais Silence des agneaux, j'avais écouté ça. Comment je pourrais dire ça? J'étais jeune, donc c'est pas moi qui ai choisi le film. Disons que ma mère écoutait ça, puis je suis tombé là-dessus. En regardant du coin, puis là-dedans, t'as une des meilleures performances d'Anthony Hopkins. Sincèrement, il fait peur. La première fois que tu vas aller voir le personnage de ce tueur en série-là, qui est cannibale, on suit Hannibal Lecter, soutenu par Anthony Hopkins. Vous comprenez bien, là. C'est un psychiatre, cannibale, tueur en série. OK? Il connaît tout des deux bords. Il connaît les deux bords. Ben, c'est ça. Puis super intelligent, mais en même temps d'une méchanceté, d'une horreur incroyable. Donc, on suit une agente du FBI qui doit enquêter sur un tueur en série. Faut pas oublier que Le Silence des agneaux, cette trilogie-là vient de des livres que je vous conseille de lire. Suivez-les. Il faut vraiment suivre la chronologie, commencer par la naissance du mal. Mais dans Le Silence des agneaux, on est rendu avec un Anthony Hopkins qui est déjà enfermé depuis plus de 7 ans. Et il y a une agente du FBI qui vient de commencer, qui est une profiler, si je pourrais dire ça comme ça, qui doit essayer d'aller chercher le plus d'informations sur ce tueur en série-là. Mais lui étant un psychiatre, et étant un malade mental et un cannibale, tout est là. Ben, il y a le CV parfait pour pouvoir aider Jodie Foster, on le sait bien. C'est le meilleur binôme que vous pouvez avoir. Tu le vois tu vois pas nécessairement un film, c'est un film violent, oui, très psychologique, mais quand tu regardes Anthony Hopkins qui est prisonnier dans sa cellule, puis plus tu avances, puis quand je l'ai réécouté, je me suis rendu compte que c'est pas Anthony Hopkins qui est enfermé dans la cellule, c'est Jodie Foster qui est pogné dans le même building que lui. Faut le voir comme ça parce que il s'amuse, il est pervers, il joue dans sa tête, oui, il donne des brides d'informations pour pouvoir l'aider dans son enquête, mais c'est un salaud, là, tu sais, il adore jouer dans la tête du monde, essayer de faire de la manipulation, puis il a les yeux, là, tu sais, c'est sûr que quand je vous dis Silence des agneaux, vous voyez encore la face d'Anthony Hopkins avec ses yeux bleus clairs qui te sourient, tu sais. Ouais, c'est iconique. Son masque, là. Oui, puis le masque, c'est ça, parce que la première fois qu'on le rencontre, on le voit attaché, ficelé, avec le masque légendaire qu'on reconnaît Hannibal Lecter. Puis tu te dis, voyons, c'est pourquoi ils mettent un masque comme ça? Voyons, c'est quand t'apprends qu'il est cannibale, puis tu vois que dans le film aussi, il va réussir à s'évader. Ben, une tentative d'évasion, puis tu veux pas être le gardien de sécurité. Oh, que tu veux pas. Non, c'est toi le snack, là. Tu sais, lui, dans le fond, il voit chaque être humain comme un espèce de super marchand ambulant. Faut le voir comme ça. Lui, d'après ses yeux, tout se mange. Puis il y a eu une série qui s'appelle Hannibal. Je l'avais vu, moi, ça, c'était... J'ai arrêté à un moment donné parce que c'était trop... j'en faisais des cauchemars. Le visuel, parce que c'est super beau là, mais c'est dark, là. La bouffe et tout, mais c'était ça, j'étais demandé, j'étais comme que c'est trop... c'est ça, c'est extrêmement... Trop explicite. Ben, oui, mais c'est typique de l'ambiance du Silence des agneaux, puis ça, dans la série Lecteur, Hannibal, excusez, ils ont très bien réussi à le représenter sur scène, mais tu sais, ça a été... Ce film-là est reconnu comme étant un des films qui représente le mieux les psychopathes. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas psychiatre, mais je peux vous dire une chose est sûre, c'est que
moi, je veux pas d'amis comme ça, puis je veux surtout pas qu'ils m'invitent à manger. OK? Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va bouffer, tu sais. Ben, c'est quoi ça? Ah, c'est du poulet. Ouais, c'est ça, c'est de la cervelle d'humain, hein. C'est ça. C'est du poulet. Tu me dis toujours ça. C'est tout le temps du poulet. À moins que ce soit un cannibale végétarien. Ouais, ben, on est loin de Mordicus, là, tu sais, le canard, non, c'était un vampire canard végétarien qui passait à Canal Famille, ça devait être en plus dans ces époques-là. Ça te dit quoi? Ça vous rappelle-tu de quoi, Mordicus? Ben ouais, mais je me souvenais pas qu'il était végétarien. Oui, c'était un canard vampire végétarien. Oui, le conte de Mordicus. Hey, ça, j'adorais ça. Ça, c'était J'adorais ça, surtout que ça nounou. Hey, l'introduction était-tu malade, là? L'intro, là, avec la grosse voix comme ça. Hey, c'est années 90, hein, on retourne dans nos vieux souvenirs. Fait que, on est loin. Hannibal Lecter, il est très loin du canard Mordicus. Fait que, tu sais, on est très Il mange pas de carottes. Il mange pas de carottes, puis il n'y a pas de nounou complètement imbécile non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même pas pire. Mais, tu sais, 91, là, tu te rends compte que, j'ai écouté Silence des agneaux, peut-être pas en 91, parce que j'étais quand même assez jeune, mais c'était dans les années 90, des Terminator, des Robocop. Tu regardes ça, tu fais, oh, OK, aujourd'hui, là, tu sais, JC, je sais que t'es avec des enfants, je suis pas sûr que tu leur laisserais écouter ça mettons qu'il y aurait nos âges qu'on l'a écouté, je suis pas sûr que tu laisserais faire, hein? Déjà, juste Virginie, c'est un problème. Donc, juste Virginie. C'est bon quand même. Il y a une couple d'émissions là, sur Internet maintenant. Là. C'est d'une autre époque. Dans ces années-là, c'était pas 4,5 au Québec? Ou Chop Suey ou des choses comme ça? Chop Suey, Omerta. 91, Omerta. Non, c'était un petit peu plus vieux. C'était 95, 96, je crois. Mais bref, ouais. Chop Suey, clairement. Moi, Terminator 2, sincèrement, je vais vous mettre un 4. Pour un 4 pour le film de James. Ben oui, parce que super bien fait, hyper gore. Puis si tu rentres dans le film, tu suis un jeune qui est un peu tourmenté puis qui essaie de faire sa vie. Puis en plus, il y a une toune absolument incroyable dans laquelle on va parler du Guns N' Roses, c'est You Could Be Mine. Yeah. Moi, c'est là... You can be mine! Hey, écoute, tu le vois se sauver en moto, là, avec cette toune-là. Cette chanson-là, quand elle part avec... Tu sais, il y a des moments où tu vois le film avec la musique, tu te dis, la toune a été créée pour le film et vice-versa. C'est parfait. C'est action, c'est débile. La toune pop, t'es comme ça rock! Ça rock! Tu peux te dire que Guns N' Roses, c'est pas ci, c'est pas ça, mais cette toune-là spécialement, aïe, de tabarouette que c'est parfait. C'est fait. Tu sais, dans le fond, Guns N' Roses, ça ne sait pas, mais ils ont fait la toune pour ce film-là. C'est juste qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas reçu la notice parce que les emails n'étaient pas en mode à cette époque-là, puis la poste était lente. C'était par des fax. C'est ça, mais la poste était plus lente aussi. C'est peut-être pour ça. Puis, Silence des agneaux, moi, j'y mets un 4.5. C'est important. OK, c'est bon. Ouh. Je vais vous dire toujours... C'est C'est comme les pastilles de saveur. 4.5, je pense. 4.5. Parce que moi, j'ai lu les livres, je les ai tous lus. Que ça soit Dragon Rouge, Silence des agneaux, La naissance du mal. C'est très bien fait. Anthony Hopkins est absolument incroyable là-dedans. C'est un des meilleurs méchants que vous allez pouvoir trouver du cinéma. OK? Je peux le mettre à côté de Darth Vader, admettons. C'est sûr que ça, on n'est pas dans le même type de film, mais c'est une icône de la méchanceté dans les films. Les plus jeunes n'ont peut-être pas écouté Le Silence des agneaux, je vous le conseille. Vraiment, premièrement, il fait peur. Psychologiquement parlant, il fait peur. C'est bien fait. On a une Jodie Foster qui est très bonne. Puis on a le sentiment que c'est une petite nouvelle, elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. Puis en plus, son boss l'envoie s'occuper d'un des pires criminels cannibales que tu peux... Salut ma petite nouvelle, hein, ça fait 3 jours que je suis là. Ça va être ça ton stage. C'est ça ton stage. Il y a des stages plus faciles que d'autres, je pense. Hein? Celui-là, il est... Mais en même temps, c'est que t'apprends rapidement comme ça. Ah oui, mais tu sais, il y a quoi de cool dans ce film-là parce que le second rôle, c'est lui qui fait tout le film, c'est Hannibal. Mais au départ, on ne le présente pas, Hannibal. Fait que c'est un peu une façon différente un peu de présenter les films. Puis un cannibale, maintenant, c'est sûr qu'on peut en voir un peu plus, là, des films un peu de zombies ou des affaires comme ça, mais là, on n'est pas dans un film de zombies, on est avec un véritable psychopathe qui mange du foie en se fait un chantier avec votre foie. Fait que c'est pas bon signe pour votre futur quand vous êtes proche de cette personne-là. Puis ça vient avec 3 films, ça vient avec une série aussi, comme Ced en parlait, qui est très dure. C'est super beau au niveau du visuel, mais à un moment donné, tu vas voir justement, le visuel est très, très beau, très, très esthétique, mais c'est macabre, là. Ça représente très bien les livres. Et si vous tombez en amour avec Le Silence des agneaux,
Vous allez peut-être également tomber en amour avec les livres qui poussent un peu plus. Tout ce qui manque là-dedans, c'est l'odeur. Fait que des fois, faites attention, là. Embarquez pas trop. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Attaquez ces livres-là ou ces films-là en vous disant soit c'est une invention, soit c'est la réalité, mais très bien fait. Comme je dis, c'est un des meilleurs méchants que vous allez pouvoir trouver au niveau du cinématographique, excusez-moi. Bon, mais parfait. Merci beaucoup, JP. Donc, 4.5 pour Le Seigneur des Anneaux et 4 pour l'excellent film de James Cameron. 4.5. 4.5. 4.5, excusez. OK, c'est parfait. excusez, je me suis laissé emporter. C'est pas moi. Ouais. Hey, les boys, en parlant de Terminator 2, est-ce que vous vous souvenez de la toune You could be mine, cut your wing and love lion. On dirait Chapotte Picody. Tu sais, dans l'autre épisode, quand je vous disais là, que des fois, il chantait comme ça là, ces derniers temps, plus maintenant, là, parce que là, il a repris des cours, mais à un moment donné, c'était comme ça. C'était ridiculement pas bon. Tu sais, parce que lui, il peut vraiment... C'est bon quand ça sonne bien, mais quand c'est vraiment comme moi, c'était un peu... donc voilà, tout ça pour dire que c'était un peu spécial. Surtout début 2018, 19, 20 en spectacle, là, c'était assez spécial. Mais bref, oui, effectivement, 91 qui... Écoute, tout est dans tout, comme on dit avec JP. Les excellents albums Use Your Illusion 1 and 2, sortis le 17 septembre 1991, qui ont même sorti simultanément en même temps. Hein? Parce que bien sûr, la maison 10 a fait non, on va faire un album, puis eux autres, ils ont tenu bon parce que c'est des rockers et des rockstars. Donc, ils ont fait allez, chier mes estis. Peut-être des rockstars. Oui, ils ont pu le lancer. Donc, Use Your Illusion 1 et il y a 2. Là, le premier, c'est un album un peu plus concept, plus dans le son agressif et direct. Il y a des smash hits comme Right Next Door to Hell. Right Next Door to Hell. Non, mais excuse-moi, j'ai été surpris. T'as-tu été surpris? Moi, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. C'est parce que moi, je chante puis je vois la réaction de mon frère qui est comme tabarnak. Mais non, c'est ça. Donc, il y a aussi Don't Cry. Don't you cry tonight. I still love you, baby. C'est vrai que le plus fun dans cette histoire-là, c'est de voir la face de Seth, comment il réagit. Oui, ben c'est pour ça que je chante. Et bien sûr, le smash hit November Rain, qui, d'ailleurs, une petite anecdote, cette chanson-là a été écrite dans les milieux des années 80, donc même avant Appetite for Destruction, que j'ai parlé en 1987, si je me souviens bien. Donc, je parle souvent de Guns N' Roses. Hein, ils n'ont pas besoin de publicité, clairement, avec nous. Donc, oui, cette chanson-là a été écrite bien avant, dans le fond, Use Your Illusion 1 and 2, qui est en 1991. Donc, c'est une grande chanson parce que dans le temps, ils trouvaient que c'était une belle chanson, mais elle était un petit peu trop longue et un peu trop pop pour ce qui était. Donc, ils disaient sûrement un jour, on va le lancer, mais pas présentement. Donc, bref, tout ça pour dire que November Rain, c'était déjà un hit dans sa tête à lui. Donc, sinon, Use Your Illusion 2, qui est la version un petit peu plus variée, plus audacieuse, un petit peu plus de ballade. Il y a de l'influence même du blues, il y a du rock aussi là-dedans. Là, d'où pourquoi je disais que j'aimais autant Guns. C'est que cet album-là, le premier est un petit peu plus rock, normal, la suite logique de Guns N' Roses. Et cet album-là, le deuxième, comme je l'avais dit, la dernière chanson est une genre de tune rap bizarre des années. En 91, il faut le faire. C'est vraiment style rap. Et sinon, il y a des tunes plus blues, mais des bonnes ballades blues, que c'est vraiment intéressant. Quand à ta minute, il faisait du gros rock un peu sale. Puis là, il explore d'autres trucs. Donc, tout comme Bring Me the Horizon, j'aime beaucoup les bandes qui disent on pourrait aller dans exactement pareil, faire du AC/DC toute notre vie, mais on décide ça se peut que ça pogne comme ça se peut que ça pogne pas. Ça a bien pogné, heureusement, parce qu'ils ont fait des très bonnes balades. Là. Il faut s'entendre avec Don't Cry et aussi un des grands hits là, que Ced, on avait parlé la dernière fois. J'ai un blanc de mémoire. C'est Estrange, pardon, qui est du deuxième album. Donc, bref, cet album-là, il est un peu plus monumental, il est un peu plus risqué. Mais sinon, ça a été un méga hit mondial. Là, bien sûr, il faut s'entendre en 91. Là, si tu écoutais du rock ou proche d'eux ou dans le métal, Guns N' Roses, partout placardé, c'était autant aussi placardé que Madonna, que Michael Jackson, ça faisait partie intégrante de la pop. Tu sais, t'avais genre Enter Sandman en même temps que genre Papa Don't Preach, là, peut-être environ dans ce temps-là.
Mais bref, tout ça pour dire que ça a été des mois et des mois d'enregistrement parce que ça a été 2 albums, bien sûr, avec des coûts énormes. Hein. C'est pas mal dans les tops de ce que ça l'a coûté, bien sûr, avec la mégalomanie et la grandeur, d'esprit de Axl Rose qui voulait reprendre souvent des takes. Ça prenait du temps. Des fois, il dormait en studio, il continuait tout seul. Sinon, c'est ça, lui, il contrôlait tout. Il refaisait les voix sans cesse. Des fois, c'est ça, dans le studio la nuit. Des fois, le band, il restait même pas. Lui, il continuait pareil. Donc, tu sais, tu vois que c'est le premier album, dans le fond, 2 albums qui ont fait que ça va être vraiment la scission de Guns N' Roses qui sont dans leur top. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens souvent qui sont mégalos, complètement fuckés, que ça marche à ma manière si t'es pas content, les chier mes estis. Et ça marchait beaucoup de même avec Axl Rose. C'était My Way ou Get the fuck out of here. Tu sais, c'était très clair comme ça. C'est pas une personne facile, là, cette personne. T'sais. Non, vraiment pas. C'est pas une personne facile, puis je suis pas sûr que tu aurais apprécié être son impresario, là, tu sais. Tu sais, quand je vous disais que les fax dans le temps, là, Axl Rose, ou en tout cas son agent, a foutu dehors / par un fax. Hey, c'est gentil, il ça. Il l'a pas appelé, il se n'est pas parlé, il a juste fait salut, nanana, you're out of Guns N' Roses. That's it, that's all. That's it, that's all. Un fax. On est ensemble depuis 85 environ, je te fous dehors avec un fax. Donc bref, tout ça pour dire que oui, c'est un petit peu un asshole pour ça. Mais bon, j'ai une collègue qui m'avait déjà dit personnellement, tu le vois, c'est un peu comme Trump, tu dis, ça doit être un hostie de mange-marde de blablabla. Il dit non, en personne, salut, ça va, nanana. Je dis, OK, t'es une des seules qui m'a dit que t'as eu une belle expérience, que c'est un gars gentil, attentionné, qui était pas un peu rockstar puis tout ça. Donc peut-être avec les fans, peut-être qu'il est plus relax, mais avec tout l'établissement un peu, puis une autre anecdote, en ligne, c'était le gars de James Hetfield qui avait une liste, il a dit, je vais vous dire toute la liste des trucs qu'ils veulent avoir Guns N' Roses, puis il l'explique en disant, genre, c'est qui ces espèces de bébés gâtés-là? Tu sais, je veux ci, je veux ça, je veux du champagne, je veux ci, ça. Puis continue un peu en mode, genre, OK, descendez de votre piédestal, vous êtes pas des dieux, tu sais. Donc, bref, ça a vraiment créé de l'animosité envers d'autres bands aussi, là. Mais c'est ça, c'était quand même spécial. Disons que la personnalité de Slash Axl Rose était beaucoup plus trash que sa musique, clairement. T'sais. Mais sinon, quoi d'autre? C'est ça, donc c'est 2 albums qui ont été vraiment cultes. Il y a vraiment des bons albums, mais effectivement, moi, comme la Maison 10, j'aurais fait un excellent album de A à Z, un qui aurait été un chef-d'œuvre, alors que là, c'est 2 bons albums que si tu les avais blendés ensemble, ça aurait fait un chef-d'œuvre. De l'autre côté, nous avons justement, comme je vous avais dit, l'autre partie qui était Metallica, hein, qui a sorti son album de Black Album, dans le fond, est-ce que tu t'en souviens un peu? Black Album, ouais, je me souviens jamais quel tune était sur quel album, mais ouais, c'est sûr que Metallica, nous, ça a été notre grand frère qui écoutait ça. Fait que... Oui, c'est ça. Comme on disait, il y avait Metallica, Pantera ou Guns N' Roses. Là. C'était pas mal ça, les bands. C'était dans le rock ou dans le métal. Il fallait que tu écoutes. Nous autres, on était un peu des 3. Moi, j'étais un peu plus quand même Guns N' Roses, je te dirais. Sinon, c'est ça, Black Album. Hein? Un autre album sorti le 12 août 1991 avec des tunes un petit peu plus... je dirais simple, plus accessible. Ça a été vraiment le côté où est-ce que les anciens métalleux, justement, ils disaient « c'est plus rendu du métal, c'est de la grosse merde, blablabla. » Donc, ça a vraiment été une différence entre And Justice for All et cet album-là, qui est sorti en 1988, l'année de ma naissance. Et ensuite, 91, qui a été le Black Album. Tu vois vraiment une grosse différence. C'est dans l'accessible aussi, là, il faut s'entendre, mais c'est des bombers. Tu écoutes ça, puis c'est du gros rock que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je trouve surtout l'enregistrement, je trouve encore à ce jour, ça a été enregistré en 1991, c'est l'album que tu entends le drum, là, mais d'une manière là, tellement, je trouve comme dans ta putain de face. Il enregistre ça à chaque fois qu'il donne des coups de snare ou des coups de cymbales. Tu as l'impression qu'il a dit, OK, pas James, mais... Ulrich, là, genre fesse, là. Tu sais, genre fesse, là, sa cymbale jusqu'à temps qu'elle pète tellement des fois. Prenez le temps d'écouter le drum là-dedans. Je trouve que c'est tellement, là. Oh, c'est en tout cas, bref, c'est vraiment méga bien enregistré. Sinon, ça a été Bob Rock, justement, qui était un grand, qui a enregistré plein de groupes, dont des groupes rap aussi, je crois, si je me souviens bien, c'était... Cypress Hill, en tout cas, c'est certains groupes rap très respectés dans l'univers métal et tout. James Hetfield, il a été complètement poussé à bout. Justement, Bob Rock, il faisait refaire les lignes, des lignes de chant. Dans le fond, il faisait. Donc, c'est quand même un bourreau de travail, mais ça a pu bien sortir justement
son clean. Je sais pas si vous vous en souvenez comment il screamait pas, James Hetfield, mais je trouve que c'était un peu dans ta face. Là. Yeah! Parce que là, ça me surprend en 91. Moi, je suis pas... je suis plus Alice Cooper, puis Alice Cooper en a sorti un bon album cette année-là, c'est Hey Stupid. Ouais. Que, je sais pas pourquoi on en parle moins, on va tout le temps mettre de l'avant, justement, Guns N' Roses, les Metallica, mais il y avait quand même Alice Cooper qui performait à cette époque-là, qui avait un style particulier. Oui, OK, il est pas... On le voit dans un film où est-ce qu'on adore les deux, les trois même. Ouais! On est à chier! On vous mérite pas! On est à chier! Puis Alice Cooper, je l'ai toujours trouvé un peu... Moi, je le trouvais je le trouve plus intéressant que notre ami de chez Guns N' Roses parce qu'il y avait un look... Le gars, il a un look de rocker un peu décaliste de la vie, mais le gars, c'est une tête, là. C'est vraiment une tête, puis il a bien réussi sa carrière aussi. Tu sais, moi, je tenais à en parler vite. Alice Cooper, 1991, Hey Stupid, super de bon hit, surtout la tune Hey Stupid, là. Puis ça représente aussi très bien un petit peu la mentalité des années 90. Là. Oui, il y a Axl Rose qui était déjanté, mais il y a Alice Cooper qui l'est tout autant. Oui, ben absolument, mais la différence, par contre, c'est qu'avec tous les autres groupes, ça a pris plusieurs années avant qu'ils viennent connus. Tu sais, Metallica, Kill 'Em All en 83... Oui, ça a été connu en 85, 88 aussi, mais c'était pas... il était connu, mais c'était environ peut-être qu'il pouvait jouer au Metropolis ou dans ce grosseur-là, donc c'est pas... Alors que Guns N' Roses sort l'album un an après, ça fait des stades, tu sais, t'as pas le temps... Comme Alice Cooper, de justement dire, OK, je gagne mes fans petit peu par petit peu. Guns sont bons, mais ils ont tellement été, vous êtes bons, vous jouez quelques années, et boum, vous êtes mondialement connus à jouer devant 25 000 personnes à chaque show. C'est bien trop rapide. Metallica, pourquoi ils sont plus down to earth tant qu'à moi, c'est qu'ils ont fait 2-3 albums avant de connaître. Black Album, ça a été l'album qu'ils ont fait exploser. Mais avant ça, c'était des groupes. Mais c'était pas des groupes qui jouaient, mettons, qui faisaient des amphithéâtres nécessairement. Mon erreur, peut-être qu'aux États-Unis à certaines places, mais en général, dans le monde, c'était pas aussi gros que ça. C'était vraiment en 88 qu'ils commençaient à avoir des plus gros shows. Mais en 91, c'est là que ça a explosé. Mais ils ont eu quand même plusieurs années pour dire, hey, on se calme la cravate un peu, on n'est pas les meilleurs sur la planète. Guns, ça a été tellement trop rapide pour ça qu'en plus, avec lui, c'est un génie, là, Axl Rose, mais il se prend tellement pour d'autres personnes qu'en année, ça devient trop gros, ça devient trop lourd comme personnage. Mais, la différence vraiment que moi, je trouve immense entre, justement, Guns N' Roses et Alice Cooper, c'est que Alice Cooper, sur cet album-là, il y a quand même, parce que t'en as parlé vite, mais il a réussi à aller chercher des personnes, des sommités, dont Slash, hein, sur cet album-là. Oui. Il y a Slash qui joue pour Alice Cooper. T'as Joe Satriani, quand même, qui joue sur cet album-là. Puis il y a Mick Mars de Motley Crue, puis Ozzy Osbourne qui joue dans le chœur, qui chante dans cette tune-là, qui fait le chœur. Tu sais, OK, ça, je savais pas. On est à l'inverse total du chanteur de Guns N' Roses qui, lui, est tout seul si t'aimes pas ce que je fais des calices. Puis t'as Alice Cooper qui a l'air encore plus sauté, qui s'habille en femme à cette époque-là, c'était incroyable, tu sais. Comme Motley Crue, d'ailleurs, puis qui est capable d'aller chercher des sommités dans leur domaine. Puis, hey, viens faire une tonne avec moi. Deux mentalités totalement différentes. Guns N' Roses a tout ramassé, comme tu dis, mais il n'y avait pas... je trouve qu'il n'y avait pas le sentiment rassembleur d'Alice Cooper qui était capable de faire avec d'autres artistes. Oui, ben non, c'est sûr. Il y avait le caractère pour le faire, puis il y avait l'intelligence, puis il n'y avait pas l'ego surdimensionné aussi. Là. Non, c'est ça, exactement. Alice Cooper! Désolé. Parfait. Donc, moi, pour le premier album, Use Your Religion 1 and 2, je donne un 4.5. Sinon, peut-être plus 4. Les deux séparés, mais ensemble, ça donne un 4.5, là, clairement. Et même plus du fait que, justement, il est très varié et tout. Black Album, justement, 1991, qui est un peu, qui est plus dans le rock metal et tout. Moi, je donnerais sûrement un 4 environ, 4.5. C'est pas... Je trouve côté son et tout ça, c'est le plus intéressant de Metallica, personnellement. Ce n'est pas nécessairement mon préféré. On dirait que je trouve que c'est un mix de plein de tunes, justement, des différentes années. Mais ça reste quand même dans un de mes tops. Puis sinon, des petites anecdotes. Enter Sandman, pareil, qui était relativement proche d'être rejeté dans ce temps-là, parce que c'est beaucoup plus Bob Ross qui poussait un petit peu plus à demander à avoir du violon, du son comme ça, un peu plus atmosphérique et tout. Pareil que ça a pris du temps avant que James Hetfield accepte.
Mais d'où le pourquoi que ça a été un clash un peu pour les... Parce qu'effectivement, 88, c'était très trash, encore métal, à tu t'en vas avec du violon. Donc, c'est sûr que pour des métalleux avec les cheveux longs, des fois, c'est un peu genre, hey, tu m'as trahi mon esti. Mais c'est ça, donc c'était vraiment comme ouvert aussi la nouvelle ère de Metallica avec les coupes d'années un peu désastreux qu'il y a eu par le futur après, qui se sont coupés les cheveux. Donc, ça a vraiment été un changement radical et bien sûr, qui sont revenus quelques années après, mais ça a pris une bonne décennie avant qu'ils reprennent avec ça. Mais sinon, aussi d'autres petites anecdotes. Lui, il faisait tout seul au téléphone avec sa blonde pour écrire l'écriture des chansons en 91. Donc, James Hetfield, pareil, il faisait ça un petit peu plus dans son coin. Donc, voilà, trois albums mythiques des années 90 qui donnaient un peu de rayonnance au rock et au métal. Donc, Use Your Illusion 1 and 2, 4.5 sur 5. Et Black Album, 4 étoiles sur 5, bien sûr, sorti aussi en 1991. Et, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le moment que vous attendiez? Est-ce que Ced se réveille? Hein? Ouais! Yeah! C'est bien ça. Ouais, Quoi? oui. OK. Hey, enchaîne! on commence ça maintenant! Eh oui, c'est maintenant l'heure de l'Historico Quiz. Lil Wayne. OK. Touchy. Et oui, alors, comme vous savez maintenant, c'est le 8e épisode, on tient à jour un registre des victoires et des défaites. Jean-Christophe a eu les 2 dernières victoires avec un pointage de 3-2, alors on sent qu'il est en feu. Il est en train de faire une remontée spectaculaire. JP a 4 victoires et Alexandra en a 1. Alors, on commence ça avec... Ah ouais, ça? On dirait que t'as une voix de fin de saison. Ouais, c'est ça. Il est fatigué, le monsieur. Oh, il reste 2 épisodes. C'est la lutte qui m'a épuisé. C'est la lutte, ouais, ok, parfait. À force de crier. Alors, commençons avec la question numéro 1 de cet Historico Quiz de l'année 1991. Il y a le développement de quelle avancée scientifique qui devient plus précise et accessible? Ced, avant, t'as pas fait les sons? Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. JP, ton son de buzzer. Ouais. Jesus Christ. Jean-Christophe. Ouah! C'est plus harmonieux que moi, ça. Hein? En lien avec le dernier épisode. Ouais. C'est faire des liens avec les épisodes. Les chansons. À la maison, si vous êtes capable de faire le lien, vous avez un T-shirt. Pourquoi j'ai pas de T-shirt? Ouais, c'est ça. Je suis allé écouter hier sur YouTube. Je vois qu'on a quelques vues. Quand même, hein? Quelques vues. Je me demande, je suis toujours curieux de voir qui écoute. Pas qui écoute, mais qui sont ces personnes. Alors, écrivez-nous. Mettez des commentaires. Ben effectivement, là, parce que le mois passé, il y avait justement quelqu'un en Allemagne, mais peut-être qu'il s'est trompé avec le VPN ou peu importe, ce que je présume. Mais sinon, ces derniers temps, c'est pas mal plus Canada. Hein? Donc voilà, on espère que l'Allemagne n'a pas eu peur et qu'il a décidé d'arrêter de nous écouter là, en pensant qu'on le surveille. On ne le surveille pas du tout, on n'est pas du KGB. Ouais, il y avait un Ukrainien aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, voilà, oui. Ah ouais? Solidarité à vous. Peut-être Volodymyr. Alors, question numéro 1. C'est sûr que c'est lui. Développement de quelle avancée scientifique qui devient plus précise et accessible? Est-ce que c'est A, REM, B, IRM, C, MNM, ou bien D, MEM? Les témoins sont ouverts. Oh, Jean-Christophe? Les aliments M et M. Non, mauvaise réponse. Droit de réplique à JP. Non, je vais dire A. A, REM, mauvaise réponse. Droit de réplique. Je vous dirais C. M&M. Mauvaise réponse. Ça va pas bien, notre affaire. Avec la seule réponse qui reste. Ben, je vais prendre la seule réponse qui reste. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que tu en nommes, sinon tu ouais, c'est ça. Si tu me dis E ou F. F. Non. Il n'y a pas de F. E. Droit de réplique à Jean-Christophe. Mauvaise réponse. Il n'y avait pas de réponse. Merde. Alors, Jean-Christophe, il reste le choix de réponse B. Si tu l'as pas, t'es pas bon. Ben, ça va être B. Excellent, bonne réponse. Effectivement, on parle ici de l'imagerie par résonance magnétique. Oui, je crois que vous avez été confondu avec REM, le groupe dont Jean-Christophe a parlé. Ben oui, c'est Lose My Religion, une excellente chanson, bravo.
Puis il avait encore des cheveux dans ce temps-là, le chanteur. Ah, ça, je n'étais pas au courant. C'est Eminem, le chanteur, et puis G, lui, parlait des aliments M&M. Moi, je pensais plutôt aux M&M, les petits chocolats. Non, c'est quoi, arachide ou... Ben, des fois, c'est arachide, des fois, ouais. Enrobé de chocolat, oui. Ouais. Alors, puis je pense que justement, c'est en lien avec Eminem, justement. Lui, c'est Marshall Mathers, mais il s'était fait poursuivre. Ou est-ce qu'il y avait... Je sais pas si c'était vrai, mais qu'il s'était fait poursuivre parce que justement, c'est Eminem, lui, c'est pour M et M, Marshall Mathers, puis M&M's. T'es pas content? Alors, Jean-Claude qui prend l'avantage de ce match. Yes! Avec beaucoup de droits de réplique. 1-0. On poursuit avec la question numéro 2. La personne qui s'appelle Tim Berners-Lee ouvre le web au public. Que veut dire WWW? Oh, je sais. Est-ce que c'est A, la World Wrestling Wargame? Ça ressemble à de la lutte, ça. B. Oh, je sais plus quoi dire. Hein, B, le rap Wapiti Wagnerien. C, le White Wonton Wasabi. D, le World Wokisme Wi-Fi. Ou bien E, le World Wide Web. Les témoins sont ouverts. Oui, je crois que Jean-Christophe a une petite légère avance sur son buzzer ici. Alors, Jean-Christophe? Ben, il y a plein de réponses très intéressantes, mais je dirais le World Wide Web. World Wide Web, effectivement, bonne réponse. Alors, vous avez pu comprendre que c'est toutes des inventions de ma part avec des lettres qui commencent par W. Les choix sont un peu limités. Mais le World Wrestling Wargames, c'est presque quelque chose qui pourrait exister parce qu'il y a le Wargames dans la World Wrestling Federation, ou le Entertainment, je devrais dire. Alors, 2-0 pour Jean-Christophe qui toujours poursuit est sur une bonne lancée pour poursuivre une troisième victoire. Je te propose, viens à Québec, déménage, puis deviens l'animateur des matchs de lutte. Il serait malade. Ben, parce que là, j'écoute en ce moment plein de... T'aimerais beaucoup trop ça. Ce move me fait rappeler en 1986, c'était l'acteur pendant WrestleMania 2. Ça serait malade. Parce que c'est ça, oui, c'est ça. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai écrit dans le groupe que j'allais commencer à écouter toutes les WrestleMania. Il y en a à peu près une 42. Ouais, t'es rendu à quoi, le 8? En commençant par le premier. Et finalement, il y a vraiment une grosse différence au niveau du jeu, des caméras et tout. Là, c'est vraiment plus ennuyeux que ce que je pensais. Mais là, je me suis dit, je peux pas faire ça. Si je fais ça, il faudrait que j'écoute aussi. Ben, je vais le faire, mais il va falloir que j'écoute de chaque année. Parce qu'il n'y a pas juste le WrestleMania à chaque année. Là. Je parlais des fois, il y a Wargame, il y a King of the Hill. Il y a plusieurs affaires. Fait que là, ça va être un peu plus complexe que ce que je pensais. Non, mais ce que je pensais pas être devenir lutteur, parce que je n'aime pas ça me faire mal, mais peut-être arbitre. Pas arbitre non plus, mais plutôt genre gérant de lutteur. De lutteur, oui, ben oui. Mais d'ailleurs, hier, il y en avait un excellent qui faisait du très bon acting. J'ai regardé ma copine, puis j'ai dit vraiment, les matchs d'impro au cégep peuvent se rhabiller en tabarouette. Le gars, là, était hallucinant. Il s'envoyait chier avec quelqu'un de la foule, mais c'était vraiment... T'écoutais ça, puis t'étais comme, OK, non, ben pour vrai, tu te mets pas dans un truc de lutte, il se chicane pour vrai, là. Puis c'était vraiment genre, la dernière fois que tu me parles, mon tabarouette, et ça s'engueulait. Mais vraiment, puis j'étais comme, c'est hallucinant, c'est meilleur que de l'impro. Voilà. Non, ça doit être libérateur d'envoyer chier quelqu'un, là, comme pour le je me sentais mal, pour vrai. Je savais que c'était une joke, mais je me sentais mal quand même, parce que j'étais comme, c'est vraiment une confrontation. Alors, question numéro 3. 2-0 pour Jean-Christophe. Question numéro 3. Quel est le groupe qui chante Wind of Change, shady be do be 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 Alors, est-ce que c'est A, les Scorpions? B, les Morp? J'ai pas fini de répondre. Ouais, c'est vrai, il faut laisser les doigts de réplique, doigts de réponse jusqu'à moins 5. Ouais, c'est ça, moins 5 points. Alors, est-ce que c'est A? On rappelle la chanson Wind of Change, je ne la chanterai pas encore. Là. Scorpions? Oui. B, les Morpions? C, les Onions? Ou bien D, les Minions? Les témoins sont ouverts. Oh, JPC. Écoute, il y en a un que j'ai failli dire par pure connerie, parce que je le trouve vraiment bon, mais ça va être Scorpion et non les Morpions. Scorpions? Ça te rappelait des souvenirs. Alors oui, effectivement, les Scorpions, full est en délire. Match serré et très enlevant. Question numéro 4, on poursuit avec l'explosion du rap de la West Coast. Quel est le nom d'un de ces rappeurs? Est-ce que c'est A, Dr. Watson? B, Dr. No? C, Dr. Frankenstein? D, Dr. Jekyll et Mr. Hyde?
E, Dr. Dre. Bien F, Dr. Evil. C'était moi ça. $1 million. $1 million. $1 million. Je me souviens plus comment il disait Dr. Evil justement dans le film, mais je pense je vois que vous avez reconnu la référence. Alors oui, les témoins sont ouverts. Toujours... Oh, ouais, JP, je crois. Je vais dire Dr. Dre. Ça se peut-tu? Dr. Dre, effectivement. Bonne réponse. Dans Yeah! égalité. Alors en fait, le NWA. docteur... Les foutus rockets avec le foutu laser sur la foutue tête! Alors, le choix de réponse de Dr. Watson, en fait, c'est l'inséparable compagnon de Sherlock Holmes dans le roman d'Arthur Conan Doyle. Dr. No, c'est dans James Bond. Dr. Frankenstein, c'est le créateur du monstre dans le roman de Mary Shelley. Et justement, un film, je crois, de Guillermo del Toro sur Netflix que j'ai pas vu. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est le roman de Robert Louis Stevenson. Dr. Dre, bien, effectivement, c'est le rappeur qu'on cherchait aussi, qui fait de la musique. Beaucoup travaillé avec plusieurs personnes, dont Eminem. Et aussi F, Dr. Evil, c'est dans Austin Powers. Austin Powers. Question d'égalité qui va être jouée par la 5e question. Question que je crois que un thème que je vais garder, des chansons qui vont être chantées. Alors, parmi ces chansons, laquelle n'est pas, c'est bien important ici, n'est pas de 1991? Est-ce que c'est A? Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Bien B. Ah, vous êtes ému par la chanson. Avec plein de gens qui chantent là, en même temps, c'est tellement... Patrick. Okay. Je vais faire comme si mon clavier était un piano que je jouais. Est-ce que c'est B? La da di, la da da, la da di, la da da, la da di, la da da. C'est 20 minutes de même. Ta-da-di, da-da. Est-ce que c'est le C? Attendez, il faut que je mette la chanson pour Pietro. Déjeuner en paix. Di, 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 di. Déjeuner en paix. Laisse-moi déjeuner en paix. Bien, D. C'est du rock. Le choix de réponse D qui est Look into my eyes, you will see what you mean to me. Hey, c'est donné, là! Bien. Ou bien D. American woman, stay away from me. Yeah. American woman, mama let me be. Est-ce que là, les témoins sont ouverts? Oh! Jean-Christophe ici. Et on rappelle ici la question, c'est quelle chanson n'est pas de 1991? Ah merde, ok. Merci, j'avais répondu justement. Ça change tout, là. Le dernier choix que tu as chanté. American Woman, stay away from me. American Woman, mama let me be. Ça rockait. Effectivement, bonne réponse. Ici, t'es en feu. Alors, la chanson... Je suis en feu, je suis inarrêtable. C'est toutes des chansons de 1991. Première chanson qui a le droit, évidemment, chanson de Patrick Bruel. Chanson La Daddy, La Dada de Gypsy Woman. Oui. Déjeuner en paix au Cora. Et la chanson de Stéphane Escher. Personne ne rit de ma blague, ce n'est pas grave. Look into my eyes, you will see what you mean to me. C'est la chanson Everything I Do it for you, Bryan Adams. Oui, bravo. On a parlé tout à l'heure, qui joue dans le film Robin des Bois. Et American Woman, en fait, c'est une chanson. Moi, la version que je chantais, c'était celle de Lenny Kravitz en 1999. Une excellente reprise. Excellente reprise. Du groupe Guess Who. Chanter la chanson American Ouais. Woman. Alors, Jean-Christophe, on va aller mettre ça ici dans le petit tableau. Laissez-moi trouver l'onglet. Jean-Christophe qui remporte ici avec une victoire de 3-2. Alors, JP, vraiment, là, se laisse aller. Je suis en accord C'est avec... de la merde! 3 victoires consécutives de Jean-Christophe qui est en feu. Alors, c'est ce qui conclut cet Historical Quiz de l'année 1991 avec une victoire. Je ne vais dire pas écrasante, mais une victoire. GC is back. OK? He's back. He's back dans la place. D-Natural. D-Natural. Il est de retour. Envoie dans la baraque puis apporte ton six-pack. Fuck. D-Natural is back. 2005, les gens de Musique Plus. Oh oui. Bon, ben parfait. Écoute, ben merci beaucoup, Ced, pour cet excellent Historical Quiz et...
oui, malheureusement, c'est déjà la fin de cet nouvel épisode de la saison 2 d'un podcast parmi tant d'autres spécial 1991. Comme à l'habitude, j'aimerais remercier mes fidèles collaborateurs Seth The Red ainsi que JP. Merci infiniment, les boys. Plaisir, voyons. On s'en reprend pour une prochaine fois. Ben absolument, absolument. Puis j'espère à la maison que vous nous suivez toujours, vous écoutez les épisodes et tout. Et surtout que vous pouvez nous dire si l'enregistrement, parce que là, on a une nouvelle machine d'enregistrement, donc si l'audio est encore de meilleure qualité, on l'espère, on a travaillé fort pour que ça se passe. Donc, dites-nous-les en commentaire sur les réseaux TikTok, Twitter, X, Y et autres. Seth, d'ailleurs, il est supposé de sortir la page bientôt là, qui va lancer des newsletters aussi. Pour les gens. Oui, donnez-moi votre adresse courriel et suivez la formation gratuite que je donne. Donnez-moi votre adresse et votre numéro d'assurance sociale et je m'occupe de ça. Donc, effectivement, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on est disponible sur partout, toutes les plateformes, Deezer, Spotify, name it, YouTube Music, peu importe. Sinon, si on vous oublie, on vous rajoute avec plaisir. Donc, encore une fois, merci beaucoup les boys. Ça fait plaisir. Oui. Yes, parfait. Donc, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Ciao.